L'État a dépensé notre argent n'importe comment. Il a fait n'importe quoi pendant des années, mais tout particulièrement pendant ces 3 dernières années. Vraiment des dépenses comme jamais on en avait connu. Résultat, la dette a absolument bondi. On est passé sous Emmanuel Macron de 2000 milliards de dettes, ce qui était déjà un record incroyable, mais on est passé de 2000 milliards d'euros de dette à 3000 milliards d'euros de dette. Et puis, eh bien, l'heure des comptes arrive progressivement. Il arrive parce que les autres pays européens ont déjà fait les efforts qu'il fallait faire et que eux ne sont pas du tout dans la même situation que nous. On est dans la pire des situations en Europe. Mais l'heure des comptes arrive aussi parce que les taux d'intérêt montent lentement et que l'on sait déjà qu'en 2027, le paiement des intérêts de la dette va être notre premier budget. C'est-à-dire que on paiera les intérêts de la dette et ça représentera plus d'argent que l'éducation nationale ou l'armée. Bref, on est dans un corner et on n'a qu'une peur, c'est qu'un jour, nos investisseurs refusent de prendre notre dette et nous laissent comme ça avec une difficulté gigantesque. Ça n'arrivera pas, certains d'entre vous le disent déjà derrière leur télévision ou leur poste où ils me regardent. Ça n'arrivera pas, mais c'est arrivé à l'Italie il y a 10 ans. C'est des choses qui arrivent. Ne croyez pas que ça ne puisse pas arriver à la France. C'est arrivé à l'Italie il y a 10 ans. Et Silvio Berlusconi, qui possédait tous les médias, toutes les télévisions qu'on croyait indéboulonnables, a été éjecté immédiatement de son poste de Premier ministre et il a été remplacé par quelqu'un qui a été désigné par les créanciers de l'Italie. Ce n'est pas le peuple qui a voté, le Parlement était là, il a élu la personne qu'on lui a désignée pour faire les réformes. Donc, ne dites pas que ça n'arrivera pas à la France. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait extrêmement peur à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne. Et tous les deux, eh bien, ils sont en train de travailler sur un nouveau budget, un budget qui montrera à nos créanciers qu'on veut essayer de faire mieux. Oh, c'est loin d'être idéal. Le budget, il est très loin d'être idéal. Les économies que l'on va faire, qu'ils veulent faire, sont minuscules par rapport à ce que l'on dépense, mais c'est déjà ça. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart de ces économies, c'est vous qui allez les payer. Ah, c'est pas eux. Ah, eux, ils ne baisseront pas du tout leur train de vie. Ça, pas d'un centime, pas question. Non. Vous, par contre, ça risque d'être une autre histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc voir 12 pistes qui sont actuellement au ministère des Finances, puisque le rapport vient juste d'être rendu, 12 pistes sur les économies envisageables. Vous allez voir, je vous rassure, ça ne touchera pas du tout nos ministres, hein, mais il y a des économies qui, pour vous en particulier, risque d'être vraiment un problème. J'avais déjà évoqué, mais ça y est, maintenant, c'est totalement officiel puisque le rapport est sorti. On va commencer tout de suite. Le ministère des Finances a publié un rapport qui dévoile les politiques publiques que le gouvernement a choisi de passer au crible. À la clé, des milliards d'euros d'économies potentielles dans le budget 2024. Vous vous rappelez, je fais un petit encart. Vous vous rappelez de cette période où il y avait des centaines de milliards dépensés pour le Covid, tout ça pour empêcher les gens de travailler, en fait pour les obliger à rester chez eux. Ça, mais alors ça faisait des chèques par centaines de milliards. Et vous vous rappelez de cette période où on avait un Bruno Le Maire qui nous disait « Non, 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 il n'y aura jamais d'augmentation d'impôts. Non, 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 faites-moi confiance, c'est de l'argent magique. » Même chose, même son de cloche du côté d'Emmanuel Macron. Hein. Pop, 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 c'est de l'argent magique. Il apparaît, pop, 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 pop. On ne sait pas trop comment. On a un Merlin l'Enchanteur en dessous de chez nous, je ne sais pas. Mais on fait apparaître de l'argent magique. Moi, je vous disais, un moment ou un autre, ça va se payer. Ça se paye forcément. L'économie se venge toujours. L'économie se venge toujours. Il n'y a pas d'argent magique. Il y a quelque chose qu'à un moment ou un autre, vous allez payer. Et ça y est, le moment de commencer à payer apparaît. Une nouvelle étape dans la présentation du projet de loi de finances, le PLF, en septembre. Après avoir organisé les assises des finances publiques il y a un mois, Bercy a officiellement transmis au Parlement,
le lundi 24 juillet, son rapport sur l'évaluation de la qualité de l'action publique. Ce document inédit, dont la publication annuelle a été rendue obligatoire par la loi de finances 2023, détaille les politiques publiques que le gouvernement d'Elisabeth Borne a choisi d'examiner à la loupe depuis janvier. Donc on a vraiment là un document, c'est pour ça que je voulais vous en parler, qui va montrer très précisément où on va et quels vont être les choix du gouvernement. Vous n'aurez pas les 12, enfin probablement pas les 12 points qui seront repris par le gouvernement, mais ce qui sera repris est dans les 12 points qu'on va voir ensemble, donc écoutez bien. Pour cette première revue des dépenses, l'exécutif a sélectionné 12 thèmes jugés prioritaires au regard de la situation des finances publiques. Situation dans lesquelles vous nous avez mises. Situation dans lesquelles vous nous avez mises. Monsieur Macron, Monsieur Le Maire. Elisabeth Borne n'était pas Première ministre, mais enfin, elle faisait partie du gouvernement aussi. C'est vous, uniquement vous. Vos prédécesseurs nous avaient mis dans la panade mais alors, bien comme il faut, on est d'accord, hein. Mais vous, vous en avez rajouté, mais comme jamais, jamais, jamais un gouvernement, un président, n'a augmenté autant la dette. Jamais. Le Mozart de la finance, c'est du William Sorin. C'est impressionnant que quelqu'un qu'on nous a vendu comme le Mozart de la finance puisse faire des erreurs économiques aussi gigantesques. Enfin, il se disait peut-être, ça tiendra le temps que je suis là, et puis après c'est mon successeur qui va gérer, hein, parce qu'ils se sont tous dit ça depuis François Mitterrand. Ça tiendra le temps que je suis là, puis après c'est mon successeur qui va gérer. Mais lui, il a vraiment mis le turbo sur toutes les bêtises. À l'instar de la politique du logement. Ah oui, bah oui. Je vous ai dit, c'est vous qui allez payer, hein, c'est pas eux. Hein. La politique du logement, je vous rassure, hein, c'est pas Emmanuel Macron et ses enfants, il n'en a pas. C'est pas Elisabeth Borne et ses enfants, elle n'en a pas. C'est vous qui... La politique du logement, bah, c'est vous qui allez payer. Hein. Ça, voilà, la politique du logement, quand on dit ça comme ça, c'est les locataires, etc., qui vont en prendre mais plein la tête. Excusez-moi, ça a rechargé ma page, du coup je suis perdu. À l'instar de la politique du logement, des indemnités journalières, bah, c'est encore pour vous, ou encore des emplois francs, ah bah c'est encore pour vous. Vous voyez, voilà. C'est encore pour vous, les emplois francs. C'est des gens qui ne sont pas assez productifs, entre guillemets, vous voyez, pour rentabiliser leur emploi. Du coup, l'entreprise, elle, s'est mise dans une zone où elle ne paye pas de charges ou d'impôts pendant une certaine période. Je ne sais plus les montants, mais voilà, c'est comme ça. Et vous allez avoir... Et comme ça, bah, ça rend les emplois rentables. Seulement, voilà, si on s'attaque à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ne sont pas assez rentables pour avoir un emploi... mon exemple, vous savez, c'est aux États-Unis, vous sortez de chez Publix et Kroger, qui sont grosso modo les intermarchés de là-bas. Vous sortez de chez Publix ou Kroger et vous allez avoir quelqu'un au bout de la caisse dont le travail va être de prendre vos articles sur le tapis roulant, de les mettre dans un sac plastique, de vous les mettre dans votre caddie et si vous êtes âgé ou si vous en exprimez le désir, il va prendre le caddie, il va venir jusqu'à votre voiture. Vous allez ouvrir votre coffre et il va déposer les affaires dans votre coffre. Voilà. Bon. C'est un emploi, ça emploie des gens, c'est très bien, je suis pour l'emploi. Bon. Mais là-bas, c'est valable parce que vous avez un SMIC qui a 7 $ et quelques et vous n'avez quasiment pas de charge sociale. Donc on peut employer des gens pour ça. Vous n'avez pas ça en France. Pourquoi? Bah parce que c'est pas du tout rentable de le faire. Quoi. On ne peut pas payer quelqu'un au SMIC français avec les charges françaises et avoir quelqu'un qui fait ça. Donc ça n'existe pas en France. Et ben c'est ça en fait l'idée les gens qui pourraient avoir ce genre d'emploi,
il coûte trop cher à l'entreprise, charges comprises, pour que ça vaille la peine de les employer. Et voilà, les emplois francs, on retirait les charges, on retirait les impôts, etc., pour permettre ce genre d'emploi qui, si on rajoute des charges, n'est pas rentable. Alors du coup, les gens qui font ces métiers, hein, le gars au bout de la caisse de chez Publix, si vous rajoutez des charges, si vous augmentez le SMIC, etc., il n'a plus de boulot. Hein, il revient au RSA parce qu'il n'est pas assez qualifié pour avoir un emploi qui coûte aussi cher. Voilà, c'est tout. Après, c'est un choix. Hein. Si on veut que tout le monde soit au RSA, on peut y aller. Hein. C'est le choix français, hein. Le chômage et le RSA. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, enfin, allez, je reprends parce que ce n'est pas le sujet du truc, mais voilà. On s'est efforcé d'aller, pour tous les champs de la dépense publique, à la fois vers la dépense publique de l'État, des administrations de sécurité sociale et des administrations publiques locales, a souligné Bercy lors d'un échange avec la presse ce lundi. Pour mener ce travail technique et laborieux, la Première ministre a mandaté fin 2022 par une lettre de mission la crème des hauts fonctionnaires. Je ne sais pas, alors ils ont repris la dépêche AFP pour écrire un truc comme la crème des hauts fonctionnaires. Bon, enfin ok, la crème des fonctionnaires répartie entre l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS. Donc quasiment que des énarques si je ne me trompe pas. Mais également les services des administrations directement concernés par la revue de dépenses. Et donc là, on voit les 12, hein, il y a un tableau avec les 12 dépenses. Donc on va en parler. Il y a certaines que je ne commenterai pas, soit parce que je ne maîtrise pas, soit parce que j'ai pas grand-chose à dire, mais enfin voilà, on va regarder ça ensemble. Donc la première, l'adaptation de la fiscalité aux exigences de transition écologique. Vous vous rendez compte? Et c'est pas moi, hein? C'est le premier truc dans leur tableau. L'adaptation de la fiscalité aux exigences de la transition écologique. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous allez en prendre plein la tête de la fiscalité. On va vous dire, oh l'essence. Il faut augmenter un peu la fiscalité sur l'essence. Dites, c'est pas vert. Ça consomme. Hop, on augmente un peu la fiscalité là-dessus. Votre chaudière au fioul, hop, on augmente un peu. La chaudière à gaz, on augmente un peu. Vous voyez, ça va être ça, quoi, exigence de la transition écologique, l'adaptation de la fiscalité aux exigences de la transition écologique. On va vous taxer. Ça sera vert, donc ça sera bien. Mais on va vous taxer. Je vous dis que le réchauffement climatique, il ne sert qu'à ça. Vous taxer. Parce que techniquement, hein, on peut faire tout ce qu'on veut en France. Alors, 1, supposons qu'il existe. 2, supposons qu'il est d'ordre anthropique. C'est-à-dire que c'est l'homme qui l'a déclenché. Bon. Allez, j'accepte tout ça, même s'il y a des contradictions, peu importe. J'accepte tout ça. En France, je l'ai déjà dit, on peut arrêter de consommer absolument tout, vous faire vivre dans des grottes pieds nus, c'est-à-dire que vous ne vous déplacez pas et vous mangez de l'herbe, sur toute la population française, ça ne changera absolument rien à l'émission de CO2 humain dans l'atmosphère. Parce que des pays comme l'Inde, comme la Chine, qui sont infiniment plus nombreux, eux sont en pleine croissance, consomment de plus en plus, ont bien l'intention de continuer à consommer de plus en plus de CO2, et 6 mois d'augmentation de la consommation en Chine, ça représente la totalité de l'augmentation en France. Donc aujourd'hui, je vous mets dans des grottes à manger de l'herbe avec interdiction de vous déplacer autrement qu'à pied. Dans 6 mois, tout ce que l'on aura fait n'aura servi absolument à rien. Parce que la Chine aura compensé tout ce qu'on a fait. Dans le mauvais sens, mais elle l'aura compensé. Donc ça ne sert à rien. Donc pourquoi le faire? Parce que ça permet de créer des nouvelles taxes. Ça permet de créer de nouveaux impôts. Je l'ai déjà montré sur ce qui s'est... Vous voyez, années 60, on vous dit qu'il va y avoir le pic du pétrole en 2000. Il n'y a pas eu de pic du pétrole. Mais ça a permis de créer des taxes pour éviter qu'on arrive trop vite au pic du pétrole.
Années 70, on prévoyait qu'en 2000, le monde serait gelé. C'est le Club de Rome qui avait dit ça, donc l'ancêtre du GIEC, qui avait dit ça, et on avait des photos de Paris sous la glace. Maintenant, ça nous ferait marrer. Années 80, c'était les pluies acides. On a tous survécu aux pluies acides. Années 90, c'était la couche d'ozone qui allait disparaître. On allait tous mourir brûlés par le soleil. Ça, c'est pas réalisé. Dans les années 2000, au début des années 2000, l'eau devait augmenter dans les 10 années suivantes, enfin jusqu'à 2020. Dans les 10-20 années suivantes, l'eau devait monter de 1 ou 2 mètres. Il y avait des pays, comme les Maldives, comme la Hollande, qui allaient disparaître. Disparaître à cause de la montée des eaux. On voit bien que ce n'est pas vrai. Tout ça, ça ne sert qu'à créer, à chaque fois, on a créé des nouvelles réglementations, on a créé de nouvelles taxes. Ça n'a fait qu'accroître la présence de la puissance publique dans nos vies et augmenter les taxes. Et je pense que si le gouvernement aujourd'hui brandit autant le vert, c'est pour augmenter vos taxes, augmenter vos impôts, et que vous ne râliez pas trop, parce qu'il faut surtout que vous ne gueuliez pas. Donc, premier thème, par le gouvernement, l'adaptation de la fiscalité aux exigences de la transition écologique. Je traduis, vous allez en prendre plein la tête, mais fermez-la, parce que c'est pour sauver le monde. Donc si vous osez parler, c'est que vous êtes quelqu'un de mauvais. Enfin, moi, vous m'entendrez parler parce que je l'assume d'être quelqu'un de mauvais. Deuxième, le thème, le dispositif pactes régionaux d'investissement dans les compétences. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc on va les laisser... pactes régionaux, je comprends. Investissement, je comprends. Dans les compétences, ça veut dire quoi, les compétences? Heureusement qu'ils n'investissent pas dans l'incompétence. On va investir... J'ai un plan génial, on va investir dans l'incompétence. Partout, on est nul. Allez, hop! Dès que vous me trouvez un gros nul, paf! On investit sur lui. Donc l'investissement dans les compétences, je ne vois pas ce que ça veut dire. Donc on verra, c'est bien. Mais franchement, pour moi, c'est complètement incompréhensible. C'est du jargon d'énarque, ça ne veut rien dire. Bon, troisième point. Les modalités de financement des centres de formation des apprentis. Alors ça, je ne sais pas. On verra ce que c'est. Mais comme c'est pour faire des économies, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour les apprentis. Mais je ne sais pas, on verra bien ce que c'est. 4. Le Fonds national d'action sociale de la branche famille hors petite enfance. Donc ça veut dire que vous allez avoir moins d'argent, c'est ça? Ça veut dire que les familles vont avoir moins d'argent? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pas de... Pour moi, c'est pas très clair, mais j'ai l'impression que ça veut dire que les familles auront moins d'argent. Est-ce que c'est un mal? On va attendre de voir exactement ce que c'est, parce que... Vous voyez, je prends un exemple, une famille de 3-4 enfants. Le Berrichon de 3-4 enfants, qui a une famille de 3-4 enfants. On lui pique déjà tellement d'argent sur son salaire. On lui pique tellement d'argent sur son salaire qu'on est forcé de lui rendre un peu d'argent pour qu'il puisse vivre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une allocation familiale. C'est parce qu'on lui pique beaucoup trop de fric. Je vous rappelle qu'il y a 40 ans en arrière, non, avant que je naisse, allez, on va dire 50-60 ans en arrière, le père de famille allait travailler, la mère de famille n'avait pas besoin de travailler, et vous aviez 3-4 gosses à la maison, et le salaire du père de famille suffisait à faire vivre tout le monde. Il n'y avait pas besoin d'allocation familiale. On nous a mis des allocs, etc., donc on a ponctionné le père de famille, et puis au bout d'un moment, on l'a tellement ponctionné que madame a dû commencer à travailler, et puis après, comme même à eux deux, ils n'y arrivaient pas parce que l'État prenait 50% des revenus des gens, eh bien, même plus de 5%, enfin bon, peu importe, on a dû donner des allocations familiales. Mais si vous continuez à le ponctionner à mort, mon Berrichon, et que vous lui retirez ses allocs, ça va être vachement compliqué pour lui.
Maintenant, les allocations familiales, vous avez des gens qui vivent là-dessus, qui ne travaillent pas, qui ne font que vivre des allocs et du RSA. Là, il y a peut-être une réflexion à avoir. Donc je ne sais pas encore, je n'ai pas encore d'avis sur la branche famille, de l'action sociale de la branche famille. J'ai pas encore d'avis, je vous dis, si c'est pour empêcher mon berrichon qui bosse de pas vivre, de vivre correctement en lui piquant le peu qu'il a, je suis contre. Si c'est travailler sur le fait qu'il y ait des familles qui ne vivent que de ça et qui ont 10, 15 enfants et qui vivent vraiment que de ça et du RSA, là, effectivement, il y a, à mon avis, un problème, il y a un dévoiement de l'aide sociale et il y a peut-être un travail à faire. Je suis d'accord. L'analyse du niveau de trésorerie des opérateurs d'État et la révision du modèle de relations financières entre l'État et ses opérateurs. Alors je crois qu'on en parle un petit peu après, donc on pourra en parler, mais si c'est piquer toute la trésorerie des entreprises qui dépendent de l'État, type GDF, type la RATP, etc., si c'est leur piquer toute leur trésorerie pour qu'après ils soient quasiment morts, ce qu'a fait l'État hein, déjà dans le passé, c'est pas très intéressant. Mais bon, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, il faut voir au cas par cas ce que ça veut dire. L'évaluation des investissements locaux, ah ouais, alors ça, ouais, franchement, ce serait pas mal. La maîtrise de la masse salariale et des achats externes des collectivités territoriales, oh oui, la masse salariale. Vous savez que les fonctionnaires d'État, ça n'a quasiment pas évolué. Donc ça, l'État a plutôt bien géré sa fonction publique. La fonction publique d'État n'a pas trop augmenté. Par contre, la fonction publique territoriale, mais c'est délirant la vitesse à laquelle ça monte. Les gars, pour se faire réélire et tout, ils embauchent et ça part, mais dans la stratosphère, quoi. Et là, derrière, forcément, ça veut dire des impôts, hein, il n'y a pas de miracle. Donc là, effectivement, que l'on aille voir de près toutes ces dépenses publiques locales, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, il faut vraiment voir ce que l'on peut faire. Et l'évaluation des investissements locaux, bon, la Cour des comptes en parle dans chacun de ses rapports, donc je ne vais pas en parler là, mais alors vous avez des ponts, des routes qui mènent nulle part, des choses, des musées qui sont construits, mais à 500 mètres de distance, parce qu'il y en a un qui dépend de la ville et l'autre qui dépend de la mairie, et on fait 2 musées à 500 mètres l'un de l'autre sur l'art moderne, qui chacun accueillera 10, 30 visiteurs par jour, quoi, des trucs qui servent vraiment à rien, quoi. Déjà, 1, ça serait trop, mais alors 2, ça devient complètement ridicule. Donc oui, il y a vraiment du travail à faire là-dessus et à observer. La maîtrise de la masse salariale, je viens d'en parler, donc ça on est d'accord. Les indemnités journalières, ah c'est vous encore, ah c'est encore vous, c'est encore vous. Il y a une dérive des indemnités journalières, bon j'en ai parlé, je pense qu'effectivement il y a une dérive, il n'y a pas de raison que les arrêts de travail aient été multipliés comme ça, mais je crois que c'est énorme, je ne l'ai plus en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que je crois que c'est multiplié par 3 en quelques années. C'est que clairement il y a des gens qui abusent, je pense que c'est bien que l'État mette son nez là-dessus, regarde vraiment précisément ce qui se passe pour comprendre où part l'argent, mais c'est quand même vous qui allez payer. Alors, vous, le malhonnête qui en abuse, je m'en fous, que vous raquiez, c'est une bonne chose. Par contre, la loi, elle ne fait pas la différence entre les deux. Donc, vous, le gars honnête qui allez vous faire griller 2-3 jours d'arrêt maladie pour que ça se passe bien, pour remettre les comptes d'aplomb, voilà. Vous allez payer. L'efficience de la politique du logement, ah oui, là il y a beaucoup de travail, mais hop là, voilà. Mais là encore, hein, l'efficience de la politique du logement, il faut bien se dire que ça va être une baisse des aides qui sont données au logement. Alors, honnêtement, dans le temps, c'est pas un problème, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est pas un problème dans le temps, parce que l'intégralité des aides que l'on donne, par exemple les APL, l'intégralité se retrouve soit dans la poche des propriétaires quand c'est dans l'ancien, soit dans la poche des
des promoteurs quand c'est du neuf. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire, le propriétaire dans l'ancien, il dit bon, je vais accueillir des locataires, des étudiants par exemple qui vont toucher un APL. Moi, je pourrais prendre 600 €, mais je vois qu'ils vont toucher en moyenne 200 € d'APL. Je mets mon loyer à 800. Et c'est le propriétaire qui va drainer cet argent, en fait. Hein, le locataire, lui, a l'impression de dire « Ouais, super, l'État m'aide, il me donne 200 ». Non, il ne t'aide pas du tout. C'est-à-dire que ton loyer serait inférieur s'il n'y avait pas les APL. Donc, il ne t'aide pas du tout, l'État, en fait. Ton loyer serait inférieur, c'est juste le propriétaire qui va se les mettre dans la poche. Et dans le moderne, enfin, ce qu'on vient de construire, vous avez exactement la même réflexion de la part des constructeurs qui disent bah voilà, ça c'est un studio, à tel endroit, ça va être loué pour des étudiants. Les étudiants, ils touchent en moyenne 200 €. Je ne sais pas si le chiffre est bon, hein. Retenez pas le chiffre, ça n'a aucune importance, c'est pour l'exemple. Les étudiants, ils touchent en moyenne 200 € d'APL par mois. C'est-à-dire que les propriétaires, ils vont pouvoir mettre leur loyer aussi haut. Et ça veut dire que moi, je peux vendre mon appartement, mon studio, tel prix. Et donc, l'argent, il va passer de l'État au futur locataire, pof, au futur propriétaire, tac, directement dans la poche du constructeur. Donc, vous voyez, ça n'a aucun intérêt. Donc, sur le long terme, il faudrait que toutes ces aides s'arrêtent. Mais, ce parcours-là de l'argent, il prend un petit peu de temps. C'est-à-dire que si l'État arrête aujourd'hui, il dit fini les APL pour les locataires, terminé, zéro. Les propriétaires, avant qu'ils baissent leur loyer, il va falloir attendre un petit peu. Et donc, le locataire, vous, va devoir mettre un peu plus de sa poche, faire un effort. Pendant un an. C'est pas 40 ans, hein, mais le temps que le marché s'ajuste, en fait. Donc, pendant un an, peut-être 2. Et ça va être dur. C'est vous qui allez payer pendant un an ou 2. Quant au programme immobilier, ça va être encore un tout petit peu plus long parce que quand j'ai prévu de construire, comme c'est très long de construire en France, quand j'ai prévu de construire, je suis promoteur, quand j'ai prévu de construire mon programme immobilier, j'ai prévu avec les APL, mais voilà, mon chantier il est lancé, enfin mon chantier peut-être pas, mais j'ai le terrain, j'ai tout, tout est calculé, tout est prêt, c'est parti. Tant pis, hein, je pars comme ça, puis je verrai bien, hein, j'ai pas le choix. Et donc là, la durée de la construction, puis de l'achat et tout, vous avez 1 ou 2 ans encore de délai. Donc voilà, l'efficience des politiques du logement, c'est une très bonne chose. Oui, il faut le revoir. À mon avis, une bonne politique du logement, c'est 0 € à qui que ce soit. C'est foutre la paix aux constructeurs sur les normes. Et c'est dégager le plus de terrain possible. C'est-à-dire terrain constructible à mort. Hein, on arrête ces conneries de zéro artificialisation des sols nets. On arrête toutes ces bêtises. Terrain constructible à mort. On retire les permis de construire aux maires. On les donne au préfet avec une instruction, c'est construis tout ce que tu peux, mon gars. Et on y va comme ça. Et là, vous avez une politique du logement où ça va être dur pour les locataires à cause des APL pendant 1 ou 2 ans. Ça va être compliqué. Ça va être clairement compliqué. Hein. Vous allez payer, mais je veux dire, il n'y a pas de repas gratuit, si vous voulez. On fait une connerie, il faut la payer un jour. C'est pas vous qui l'avez faite, c'est l'État, c'est vous qui allez la payer. OK. Mais l'État, sa politique du logement, c'est une vraie connerie. Et il faudra qu'un jour, le peuple le paye. Il faut le savoir. Alors là, on le paye en impôts, hein, parce que tout ça, il faut le financer. Mais demain, individuellement, les gens vont le payer. Un moment ou un autre. Hein. Donc voilà, la vraie politique du logement, c'est celle que je vous ai donnée. Ça, zéro dépense et tout ce qui est administratif, on lâche au maximum pour stimuler les acteurs privés qui vont se mettre à construire, etc. Et vous aurez une baisse des loyers. Et ça compensera le fait que vous ne donniez pas d'APL. Mais voilà, il y a une étape pendant laquelle ça va être dur, pendant laquelle vous allez payer. Je suis sûr qu'ils n'iront pas aussi loin que moi, hein, parce que moi je suis un libéral, donc eux ils vont faire de la demi-mesure, voire du quart de mesure, voire quasiment rien. Hein. Mais voilà, c'est ça une bonne politique du logement. Nous, on va continuer. Ils n'iront pas aussi loin, mais quoi qu'ils fassent, il faut savoir que vous allez payer. Ça, c'est clair. Donc les emplois francs, j'en ai parlé. Les dépenses de nuitées hôtelières et d'hébergement d'urgence.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter ces conneries d'hébergement d'urgence, hein, qui sont une trappe, un appel d'air merveilleux pour les migrants du monde entier, hein? Venez en France, de toute manière, on vous loge. Et c'est gratos. Attends, moi, je galère dans mon pays. Je galère dans mon pays merdique. Et j'entends qu'en France, si j'arrive à y aller, même illégalement, on va me loger gratos et on va me filer du fric. C'est des appels d'air monstrueux, ça. Mais je pense pas, malheureusement, je pense que leur idée, ça va pas être ça va pas être de diminuer le nombre de nuitées, ça va être de diminuer l'argent qu'ils donnent aux hôtels. Je pense. On verra. Les coûts de gestion des caisses et de l'action sociale des caisses de sécurité sociale. Ah oui, ça, alors là, les coûts de gestion sont monstrueux. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Allez-y. Allez-y. Des sources d'économie détectées. D'ores et déjà, les premiers travaux effectués laissent entrevoir des sources d'économie potentielles. L'inspection générale des finances a, par exemple, identifié un excédent de trésorerie de 2,5 milliards d'euros non fléchés et mobilisables au sein des opérateurs de l'État, le CNRS, le musée du Quai Branly, Pôle emploi, etc. Donc, on va leur piquer leur trésorerie. Vous êtes bien gentils les gars, maintenant, je vous pique votre trésorerie. Et toi, au CNRS, bah, tu te démerderas avec les crayons que je te passerai, quoi. Hein, tant pis. C'est un peu ça. Hein. À mon avis, les gars ont bien géré. Ils ont réussi à se faire un petit matelas de trésorerie en se disant, tiens, bah là, on a bien géré notre truc. On va pouvoir avoir de l'argent pour plus tard, pour des grands projets intéressants et tout. Ça va être cool. Et là, on est en train de leur dire, non, mais c'est bien, tu as bien géré ton truc, hein, mais nous, on a super mal géré, donc tu nous rends tout l'argent. Tout l'argent que tu as sur ta trésorerie, ça va être pour nous. Bon, c'est une façon de voir les choses, hein, pourquoi pas. Concernant les indemnités journalières, les administrations de sécurité sociale encouragent les pouvoirs publics à mieux contrôler les arrêts de travail qui ont fortement augmenté ces dernières années. Les dispositifs devraient être pris en ce sens dans le projet de loi de finances 2024. J'en ai déjà parlé, donc je recommence pas. Certaines recommandations du rapport ont même déjà été entérinées par Matignon. C'est le cas en matière de logement. Je vous l'ai dit, c'est vous qui allez payer, hein, c'est vous qui allez payer. Elisabeth Borne, la Première ministre Elisabeth Borne, a choisi de suivre les conseils de l'administration et d'annoncer début juin la fin du dispositif Pinel au 31 décembre 2024. Si c'est que ça, une économie d'environ 2 milliards d'euros, si c'est que ça, mais alors, très bien. Mais alors, super. Vous savez, le Pinel, ça permettait de défiscaliser des logements, des investissements dans l'immobilier. Si c'est que ça, mais très bien. Mais alors, aucun problème. Aucun problème. Vous voyez, quand je vous ai parlé tout à l'heure, je n'avais pas réfléchi à ça. Mais aucun problème. D'ailleurs, mais c'est la même chose. Vous voyez, l'investissement à Pinel, vous défiscalisez, mais vous payez beaucoup plus cher à l'appartement. Deux choses. Soit vous achetez des appartements en Pinel à des endroits où vous n'auriez jamais acheté parce que c'est merdique. Vous acceptez de les louer à des gens à qui vous n'aurez jamais loué parce que c'est des gens merdiques qui ne payent pas ou qui sont à fort risque. Et le prix des logements est beaucoup plus élevé parce que le promoteur se dit « Ah, ça va être du Pinel, je construis pour du Pinel, hein, donc ça va être du Pinel. Donc, le gars qui achète, il va faire une économie d'impôt de 2 000 euros, 3 000 euros, je ne sais plus. Bon, bah, je vais me le mettre dans la poche. Je vais en mettre 75% dans la poche. Hein, donc, je vais vendre mon appartement un peu plus cher. Je me fous ça dans la poche, j'en prends 50, 75%. Et puis, lui, il sera tout content d'avoir ses 25% avec son locataire merdique. Et puis, voilà. Puis, au moment où la loi Pinel s'arrêtera, bah, moi, j'aurai empoché mes 50-75%. Puis, l'autre rigolo, il va se mettre à vendre son appartement au même moment que tous les autres. Et il va voir que le prix de son appartement va s'effondrer. Excusez-moi pour l'autre rigolo si vous avez fait du Pinel, mais ça marche comme ça, quoi. Faut le savoir. Ça marche comme ça. À chaque fois qu'on vous pousse sur des trucs fiscaux,
Ça fonctionne comme ça dans l'immobilier. Le promoteur s'en met une grande partie dans la poche, vous vous retrouvez avec des locataires que personne ne voudrait, et derrière, au moment de vendre, comme vous vendez en même temps que tout le monde, parce que le dispositif s'arrête en même temps que tout le monde, vous vous retrouvez avec des biens immobiliers qui ont perdu énormément de valeur. Alors vous consolez en disant j'ai économisé des impôts, mais aucun de vous ne prend le temps de vérifier que c'est bien vrai. Mais si vous faisiez vos comptes, vous apercevriez très probablement que vous avez perdu du fric. Quoi qu'il en soit, allez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ces pistes qu'évoque l'État sont intéressantes? Est-ce qu'il y en a certaines qui vous font peur? Est-ce que ce que j'ai dit, moi, sur les aides sociales vous a choqué? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ce que je vous ai dit sur l'immobilier fait sens pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la, commentez. Et moi, je vous dis à très bientôt.